Cube Radio. On les critique, on les juge, on dissèque leurs faits et gestes. Mais qui sont les hommes et les femmes derrière nos politiciens? Loin du débat partisan, au-dessus de la mêlée, je vous offre de les découvrir pour essayer de les comprendre. Emmanuel présente Véronique Yvon. Donc, nous quittons TVA et nous marchons les 3 coins de rue vers la permanence du Parti québécois. situé dans le quartier Centre-Sud, n'est-ce pas? Oui, Centre-Sud, sur Papineau, entre Sainte-Catherine et René-Lévesque. On va marcher au soleil quand même, hein? Véronique Yvon, c'est le bébé de sa famille. Cadette de 3 sœurs, fille d'un père dentiste et d'une mère infirmière. Elle est née à Joliette, a grandi à Québec. On peut la décrire comme une élève modèle. Elle reporte d'1 an son admission en droit à l'Université McGill pour participer au programme des pages à la Chambre des communes à Ottawa. Puis elle va s'envoler ensuite pour l'Angleterre, étudier à la London School of Economics. C'est ce qu'on appelle Murphy's Law, tu sais. Tu promets à des politiciens que tu vas faire des entrevues qui sont pas collées sur la joute politique du moment. Tu sais, à 30 000 pieds, on réfléchit au sens de la vie. Puis là, on rencontre Mme Yvon le lendemain de quand Catherine Fournier a claqué la porte du PQ, qu'elle décrit comme un parti moribond qui ne sait pas se réformer et se renouveler. Alors, il doit y avoir une belle ambiance à la permanence, tu sais. Ça a dû sacrer dans les bureaux du Parti québécois hier, c'est certain. Hier soir, je préparais l'entrevue, puis je me disais, dans le fond, elle a claqué la porte, mais c'est les mêmes questions que ça soulève, tu sais. Sur l'avenir du Parti québécois, comment il peut se renouveler. C'est aux côtés des ministres du Parti québécois Serge Ménard et Linda Goupil qu'elle a fait ses premières armes en politique. Mais ce n'est qu'en 2008 qu'elle fait son entrée à l'Assemblée nationale, un moment haut en émotion dans sa vie qu'elle vous racontera certainement. C'est vraiment un grand jour pour les personnes malades, pour les personnes qui sont en fin de vie. Rappelez-vous, c'est le débat sur l'aide médicale à mourir qui l'a fait connaître du grand public, alors qu'elle a piloté la commission spéciale Mourir dans la dignité, ce long exercice qui a duré de 2009 à 2012. Je voudrais maintenant m'adresser à nos amis et voisins du Canada. Entendez-moi bien. En tant que nation, nous voulons prendre nous-mêmes les décisions qui nous concernent. Pauline Marois la nommera ministre déléguée aux services sociaux et à la protection de la jeunesse. Maintenant, ce soir, vous comprendrez que dans les circonstances, je vais quitter mes fonctions. J'assurerai cependant mes responsabilités pour assurer une transition ordonnée au sommet de l'État. Vous me connaissez comme une femme responsable. Après la défaite face à Philippe Couillard, elle incarne pour plusieurs, aux côtés d'Alexandre Cloutier, le renouveau au sein du Parti québécois. Mais quand la chance se présente, après le départ de Pierre-Carl Péladeau, elle se lance brièvement dans la course à la direction du parti avant de se retirer, mise au repos forcé par son médecin pour une labyrinthite. Québec solidaire a un chef dont le nom m'échappe, là. C'est lui qui dirige le comité de coordination. Et ils ont 2 co-porte-parole à égalité. Ben, nous, on a un chef, c'est moi. On a une vice-chef, c'est Véronique. Jean-François Lisée l'a recruté comme vice-chef à l'hiver 2018 dans l'espoir de redorer l'image du parti à quelques mois des élections. Mais la défaite est brutale le 1er octobre dernier. Les remises en question sont profondes. Je vous présente Véronique Yvon. Complexe Papineau-Lévesque. Prédestiné, hein? Ouais. Madame Yvon, bonjour. Merci de vous prêter à l'exercice. Vous avez déjà dit que votre devise, c'est une devise de Oscar Wilde qui dit « Il faut avoir des rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue ». Quand vous étiez petite, c'était quoi votre rêve?
Ah, mon Dieu, mon rêve, il y avait plein de rêves, mais j'ai voulu faire tellement de choses. Mais c'était toujours des choses quand même assez, je dirais, ambitieuses. Donc, j'ai voulu être vétérinaire dans un zoo. Donc, pas une petite vétérinaire là, de quartier. Là. Il fallait que ça soit les animaux sauvages, tout ça. J'ai voulu être archéologue aussi. J'ai voulu... ensuite, c'est ça. Ensuite, c'est vraiment les sciences sociales qui ont pris beaucoup de place. Puis la politique est arrivée assez vite, pas en termes d'engagement et de militantisme, mais d'intérêt. Et puis, ouais, c'est quelque chose qui m'a toujours suivi de me dire que t'sais, il faut autant se donner des grands objectifs que des grands projets, que des grands rêves pour essayer ou pour être sûr qu'on va au moins en accomplir une petite partie. Une petite partie. Ouais. Vous êtes née à Joliette, Oui. d'un père dentiste, une mère infirmière. C'était qui la petite Véronique Yvon? Ah, la petite Véronique Yvon, c'était une petite fille très sage, très à son affaire, très studieuse. En première année, là, j'ai des souvenirs de ça parce que personne en revenait là, quand mes parents me faisaient garder ou quelque chose. Moi, j'arrivais de l'école, je mangeais même pas ma collation, je m'installais, je faisais mes devoirs. C'était comme, on fait nos devoirs. C'était un gros sens là, de l'éthique qui était là. Donc, j'aimais beaucoup l'école. C'était pas, oui, j'aimais beaucoup l'école. J'étais très à mon affaire. Mais j'étais pas une nerd là, j'étais quand même, j'avais une vie sociale, j'avais des amis. Vous aviez des amis. Là. Oui, quand même, j'avais des amis. Donc c'était correct, j'étais une petite fille relativement équilibrée, mais très sage, très à son affaire. Ouais. Vous êtes la cadette de 3 filles. Mm-hmm. C'est quoi être le bébé de la famille? Ben dans ma famille, j'ai mes 2 grandes sœurs ont 10 ans et 7 ans de plus que moi. C'est presque comme moi. Ah oui. Oui. OK. Fait que j'étais vraiment le bébé. Et donc, très, très entourée, très choyée, mais en même temps, beaucoup de maturité, je pense, du fait des conversations à la table, où chez nous, il y avait 0 tabou, on parlait de tout. Évidemment, mes grandes sœurs étaient plus vieilles, donc, tu sais, l'amour, la sexualité, je veux dire, les passions, la vie quotidienne, les grands débats de société, tu sais. Fait que c'est sûr que ça m'a allumé rapidement beaucoup de choses. C'est quelque chose que je trouvais pas nécessairement facile à vivre. Je voulais toujours, j'aurais donc voulu avoir une sœur ou un frère de mon âge parce que moi j'avais 8 ans, il y en avait 18 puis 16 puis ils sortaient puis moi j'étais toujours avec mes parents le vendredi soir puis je trouvais que franchement ma vie manquait un peu de relief par rapport à eux. Puis c'est ça, t'es dans un univers presque comme une enfant unique mais en ayant des sœurs. Mais en vieillissant, mon Dieu, c'est une très grande richesse, hein, parce qu'évidemment, d'avoir une vie familiale plus riche avec des sœurs de qui t'es proche, puis la différence d'âge apparaît plus à un moment donné. Là, vous êtes restés proches de vos sœurs? Oui, on est très proches. Ouais. C'est comme un trio infernal, 3 sœurs. Je dirais pas infernal, mais on est très différentes, les 3 très différentes. Une plus dans le domaine enseignement, formation professionnelle. L'autre vraiment un doctorat en génie, donc très loin de moi, mes talents et mes passions. Puis moi qui est plus dans la sphère là, politique, les sciences humaines qui était vraiment ma passion. Donc très différentes, mais quand même beaucoup de complicité puis de solidarité. Ouais. C'est quoi la famille pour vous? Pour moi, la famille, c'est l'ancrage. Pour moi, la famille, c'est ce qui est là quand il n'y a plus rien qui est là. Pour moi, la famille, c'est l'endroit où tu peux être complètement toi-même. Puis, je pense Dieu sait que dans le type de métier que l'on fait, que ce soit en politique ou en journaliste, je pense que c'est important d'avoir ces repères-là, ces ancrages-là. D'ailleurs, j'arrive d'une fin de semaine avec mes 2 sœurs, ma cousine de ski, de chalet, puis tu sais c'est ça, c'est comme un ressourcement instantané, mais la vraie famille, le vrai ancrage, c'est sûr que c'est mon mari, ma fille, c'est ça. Une chose que vos parents vous ont léguée? Je dirais la persévérance. Puis l'importance d'être heureux dans ce qu'on fait, de trouver un sens dans ce qu'on fait. Parce que mon père était dentiste, mais il détestait ce qu'il faisait. Ah oui? Oui, il trouvait que de travailler au quotidien avec des gens stressés qui sont malheureux d'être avec toi dans un espace super réduit qui est une bouche, que c'était très stressant.
Et donc, c'était beaucoup plus quelqu'un d'intellectuel qui, mon Dieu, pouvait jouer aux échecs jusqu'à 3 heures du matin, qui lisait, tu sais, il a fait des concours, là, les tous pour un avec Gilles Goujon, là, lui, ça le passionnait. Donc, c'était beaucoup plus un intellectuel, mais c'était le talentueux de sa famille. Et donc, à l'époque, il y avait une grande pression pour qu'il devienne médecin. Puis lui, médecin, avec l'idée d'aller faire des accouchements dans le milieu de la nuit, c'était quelque chose qui lui rentrait pas dans la tête. Il voulait un minimum de qualité de vie, il voulait une vie de famille qui épanouissante. Donc, il s'est dirigé pour être dentiste. Mais tu sais, c'était pas un bon match, mais très responsable comme il était, il a pas bifurqué. Après quelques années, ma mère lui a proposé, écoute, retourne aux études, puis on va s'arranger, puis tout ça. Puis il a comme toujours persévéré, mais en étant jamais parfaitement heureux dans ça. Donc, c'est sûr que c'est triste, mais en même temps, c'est quelque chose qui nous a légué. L'importance, tu sais, c'était pas chez nous l'importance des titres, c'était l'importance d'aller au bout de ce qui nous animait, puis d'être heureux dans ce qu'on allait faire. Ouais. Vous étiez donc bonne à l'école quand vous étiez petite. Vous êtes presque devenue une élève modèle, 19-20 ans, admise à McGill, à l'Université d'Ottawa en droit. Pourquoi vous avez décidé à cet âge-là de quitter le Québec francophone, là? Parce que si on va à McGill, si on va à Ottawa, ouais, c'est sortir là, du microcosme de la bourgeoisie canadienne-française. Là. Totalement. C'était tout autre chose que Joliette et Québec, les deux villes où j'ai grandi, mais c'était précisément ce que je voulais. Donc, je voulais ouvrir mes horizons, je voulais voir d'autres choses, d'autres réalités. Ottawa, en fait, c'est parce que j'avais appliqué pour être page à la Chambre des communes. Et donc, j'ai été page dans une année extraordinairement riche, qui est l'année 89-90. Donc, l'échec de Mitch, la création du Bloc québécois. Donc, moi, j'ai vécu ça en étant dans l'antichambre du Parlement comme jeune page qui prenait les messages au téléphone le jour où Lucien Bouchard a traversé la chambre. J'étais là dans l'antichambre. Racontez-nous. Ben écoutez, c'était incroyable. Je veux dire, la fébrilité, les rumeurs qui couraient, ce qui allait arriver. Puis là, on était il y avait eu le rapport Charest, il y avait la désaffection de Lucien Bouchard par rapport à ça, pour essayer de trouver une voie de passage par rapport à l'accord du lac Meach. C'est sûrement du chinois pour des gens qui nous écoutent. Mais c'était un moment charnière dans la réforme, évidemment, constitutionnelle canadienne. Et donc, du haut de mes 19 ans, d'être là, de vivre ça, jeune souverainiste avec 42 pages de partout au Canada, avec qui j'avais fait la pédagogie de la souveraineté pour qu'ils comprennent qu'on n'était pas des gens fermés sur nous, qui voulions éliminer tous les Canadiens anglais. Ça avait été une année très riche, puis ça, c'était à la fin, c'était au printemps. Donc, ça a été quelque chose de vraiment marquant, c'est certain, de vivre ça. Donc, c'est ça qui m'a amené en fait, à Ottawa. C'est que j'ai été choisie pour être page. Des jeunes Canadiens de partout au Canada, des amitiés qui perdurent encore aujourd'hui et qui permettaient d'avoir un regard privilégié sur la vie politique, la vie parlementaire qui déjà m'intéressait beaucoup, tout en étudiant une année. C'est quoi un page à la Chambre des communes? Un page à la Chambre des communes, en fait, c'est des étudiants qui sont recrutés chaque année dans un programme pour assister les députés. Donc, on peut autant répondre au téléphone dans les antichambres, là, qui sont les deux pièces qui entourent la chambre, donc la chambre des communes. On peut aller porter des messages. On doit faire les gros cahiers le matin qui a toutes les procédures du jour. On doit donc faire différentes tâches, courir à l'intérieur de la chambre, aller porter des choses quand les députés ont besoin de quelque chose. Qu'est-ce que vous avez appris de la politique à être page puis à voir ces moments historiques là? Ben, j'ai appris à quel point la politique se dessine vraiment au jour le jour et que des fois, les grands plans de match, ils sont toujours revus. Il y a toujours une part d'ajustement, d'improvisation jusqu'à un certain point. Donc ça, notamment avec ces événements-là, l'autre chose aussi, c'est à quel point c'est humain la politique. À quel point je côtoyais des humains en leur apportant des verres d'eau, en leur apportant des messages, en ayant une partie de balle molle entre page et député. C'est ça, des faits de la vie de tous les jours. Donc, ça m'a donné un regard privilégié qui m'a jamais quitté. Qu'est-ce que vous avez appris sur le Canada, sur les Anglais?
Ben écoutez, moi j'aime beaucoup le Canada. J'aime le Canada comme voisin, comme partenaire potentiel entre deux nations qui se respectent et qui peuvent négocier des choses d'égal à égal. Donc j'ai jamais rien eu contre le Canada. Contre les Canadiens non plus. Puis j'ai des amitiés durables que oui, j'ai forgé là à Ottawa au programme de Page, par la suite évidemment à McGill aussi. Donc j'ai appris que évidemment il y a des gens très très bien partout au Canada. Il y a des choses super. J'avais une très grande amie que j'ai toujours qui elle était très impliquée plus d'une famille là, très néo-démocrate de la Colombie-Britannique. Donc j'ai tout découvert cette réalité-là un peu de la gauche canadienne, de toute l'histoire du NPD. Je veux dire, j'ai découvert plein de choses sur la vie politique, mais aussi sur ces courants-là et puis les sensibilités qui sont différentes aussi d'un océan à l'autre, pour reprendre l'expression évidemment, entre un grand ami de Terre-Neuve puis ma bonne amie de la Colombie-Britannique aussi, j'ai vu évidemment des différences. Ouais. Vous êtes allé après ça à la London School of Economics, donc il n'y a pas que Alexandre Cloutier qui est allé étudier en Angleterre, il y a vous aussi. Effectivement. Comme plusieurs même, comme mais c'était, Jacques Parizeau. Ça, c'était l'année du référendum en plus. Oui, en fait, j'ai tout le temps un très bon timing. Ça, c'est l'inverse. Je suis arrivée fin septembre à Londres. Je commençais, je pense, autour du 30 septembre, puis il y avait le référendum un mois plus tard. Alors, ça aussi, ça a été un moment vraiment, vraiment fort, vraiment important dans ce qui m'a défini, je dirais. Comment? Parce que j'étais dans une résidence étudiante avec beaucoup d'étudiants du Commonwealth, donc de toutes sortes de pays anglo-saxons et d'un peu partout dans le monde. Et puis, évidemment, il y avait un intérêt international pour ce qui se passait au Québec avec le référendum qui s'en venait. Donc, encore une fois, j'expliquais beaucoup le projet, j'expliquais beaucoup le sens du projet, je déboulonnais beaucoup de mythes. Tu sais, c'est comme si les gens pensaient que parce que t'es souverainiste, là, c'est un spécimen qui doit exister quelque part, ça, caché dans une cabane en Boiron au Québec, mais comme si c'était pas des gens ouverts, prêts à discuter, tu sais, tout ça. Donc, de démystifier tout ça, je pense que ça faisait vraiment œuvre utile. Puis, ça a comme consacré chez moi quelque chose sur l'importance pour moi de cette cause-là. Parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à l'expliquer, à essayer pas de bâtir des ponts, mais j'avais des collègues canadiens aussi dans mon programme. Donc, juste de l'expliquer avec beaucoup d'ouverture. Puis évidemment, quand le moment du référendum est arrivé, les semaines avant, on s'attendait pas nécessairement à une victoire, puis plus ça avançait, puis plus c'était proche, puis plus on se disait « Wow, ça va arriver ». Là, je parlais à mes parents qui me disaient « Véronique, je pense qu'on va l'avoir. » Tu sais, on est en train de l'avoir, puis je suivais ça à distance, puis je me disais « Ça se peut pas que moi, je vais manquer ça ». Puis que quand mes enfants, un jour, vont me demander, toi, maman, t'étais où quand le Québec est devenu indépendant? Ah, ben moi, vois-tu, j'étais à Londres parce que j'étudiais à Londres. Alors, quelques jours, donc 5 jours avant, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens, on va l'avoir. Donc, du haut de mon zéro économie de vie qui me coûtait très, très cher à Londres déjà, j'ai décidé de me prendre un billet d'avion puis de m'en venir. Et je suis arrivée le vendredi à l'aéroport, en plein Love-in. Donc, c'était le Love-in avec tout le monde qui arrivait, qui convergeait vers Montréal par train, par avion. On va découvrir tout ça après, avec tout ce qui se cachait derrière. Le rassemblement à la place du Canada. Exactement. Fait que je suis pas allée au grand rassemblement, mais moi, mon père est venu me chercher à l'aéroport ce jour-là, avec toute une frénésie, avec du monde. Il y avait du monde, puis tu sais, de tout ça qui se vivait. Et donc, j'ai vécu la fin de semaine et le jour du vote. Et moi, évidemment, j'avais déjà voté. J'avais voté à distance puis tout ça. Mais je voulais être là pour le moment. Donc, c'est sûr que ça a été
une grande déception, une grande tristesse. Mais au moins, j'ai pu le vivre avec les Est-ce que c'est un traumatisme, vous pensez, dans la société québécoise? Cette défaite-là, de presque l'avoir eue, puis de l'avoir perdue, puis... Je pense que c'est quelque chose qui a marqué profondément. J'irais pas jusqu'à utiliser le mot traumatisme. Je serais pas capable, moi, de dire est-ce que c'est un profond traumatisme, mais c'est quelque chose qui nous a marqué profondément, assurément. Parce que je pense que vient avec ça, après beaucoup de questionnements, pourquoi on l'a pas réussi cette fois-là, pourquoi il y a pas plus de gens, parce qu'il y avait des conditions quand même qui sont difficiles à reproduire. Là, on était dans l'échec de Mitch, l'échec de Charlottetown, il y avait un ressentiment au Québec face au Canada anglais, il y avait un sentiment de rejet, un désir d'affirmation. Il n'y a plus ce contexte-là maintenant. Pourquoi vous pensez que c'est encore possible de la vendre, cette idée-là, sans ce contexte-là? Parce que je pense que le projet peut acquérir beaucoup en maturité. Et oui, on peut déplorer que, mon Dieu, il y a eu une latence depuis beaucoup d'années autour du projet. Mais moi, des fois, je pense que des reculs, ça peut être salutaire. Je pense que des fois, ça donne un espace de réflexion aussi pour mieux redéfinir et mieux rebondir. Et je pense que c'est possible. C'est un travail colossal et je suis la dernière personne à se mettre la tête dans le sable. Mais je pense que c'est possible avec justement le fait que c'est pas du ressentiment. On n'est pas dans une souveraineté de ressentiment. On est dans une souveraineté d'affirmation de gens qui sont capables, qui savent qu'ils sont forts et qui ont déjà franchi des jalons très importants dans cette construction-là, dans cette affirmation-là, et qui, en fait, ont juste un pas supplémentaire à franchir. Et moi, je pense qu'on est encore beaucoup plus solide, beaucoup plus fort, beaucoup plus, je l'espère, confiant, quoique je pense qu'il faut encore qu'on travaille sur notre confiance collective, notre confiance comme Québécois en nos capacités. Mais je pense que ça, c'est beaucoup plus intériorisé. Et il y a du bon, il y a du moins bon. C'est comme un tabou de parler de souveraineté puis de référendum, puis c'est comme ça va faire mal, on va pas gagner, on est toujours... C'est ça, mais justement, il faut se désensibiliser. La première chose qu'un psy va vous dire si vous avez un problème, c'est exposez-vous à ce qui crée votre crainte. Moi, on m'a déjà expliqué que quelqu'un qui a peur de quelque chose, tu vas l'exposer, puis il va être... Ça l'énervera plus. J'ai jamais compris pourquoi le mot référendum, en lui-même, alors que c'est la chose, la voie la plus démocratique possible, c'est quoi? C'est d'aller faire une consultation auprès de ta population sur un enjeu important. Donc, pourquoi penser que c'est quelque chose qui peut être négatif quand tout ce que ça fait, c'est venir prendre le pouls d'une population pour pouvoir agir de la manière la plus démocratique possible, conformément à ce que la population va te dire. Mais ce qui est lié à ça, bien sûr, c'est le fait que ça a été des moments tellement forts parce qu'on les a vécus de cette manière-là et je le comprends parfaitement. Mais je pense qu'il faut dédramatiser tout ça, normaliser tout ça. Puis la souveraineté, c'est un processus qui peut être tellement normal pour une nation normale de se dire oui à elle-même, de se dire on est capable, on a ce qu'il faut pour franchir le pas puis aller au bout de nous-mêmes, pas comme un projet ringard d'une autre génération, mais comme quelque chose qui, je dirais, voit des couches, des étages de raison se superposer. C'est rationnel ou émotif, la souveraineté? C'est les deux. Moi, je pense qu'il faut que ça soit les deux. C'est le cœur et la tête qui doivent s'unir. C'est pas le cœur avant tout, parce que la tête, le Québec s'en sort pas si mal au Canada, là. Alors, plusieurs disent, bon, on est correct, dans le fond. On n'a pas besoin de prendre ce risque-là. Ce qui fait que les gens vont le prendre, le risque, c'est le cœur, non? C'est le cœur c'est le cœur qui fait battre, c'est le cœur qui fait avancer, c'est le cœur qui est au centre. Mais je pense qu'il faut pas sous-estimer non plus, parce que tout le monde ne fonctionne pas de la même manière. Donc, il faut pas sous-estimer non plus les arguments plus rationnels, la réalité plus rationnelle. Je veux dire, juste économiquement,
de faire nos choix. On est tout le temps dans les arguments de la péréquation, là, mais en même temps, tous les investissements, tous les choix politiques et économiques qui sont faits à des niveaux dans lesquels on n'a pas de prise et qui ont un impact majeur pour nous. Quand le Canada décide que c'est le pétrole puis que c'est l'industrie de l'automobile qu'on encourage, ça a un impact ici. Puis c'est pas une question, on va recevoir un petit chèque de péréquation pour essayer de mettre de l'argent dans nos programmes. C'est pas ça l'enjeu, c'est toute la structure de l'économie canadienne qui ne devrait pas être celle-là si on voulait pouvoir servir pleinement je dirais, les intérêts de l'économie québécoise. Donc, il y a des arguments comme ceux-là qui, malheureusement, je trouve, n'ont pas assez de résonance. Alors, moi, je pense que c'est d'abord pour des raisons de cœur. Je pense que le fondement du projet, c'est la nécessité, la légitimité pour une nation pleine et entière comme la nation québécoise, seule nation française en Amérique du Nord, d'avoir tous ces leviers pour s'épanouir, son identité, sa culture, je veux dire, son histoire, tout ça pour que ça puisse prendre toute la place, de pouvoir vivre tout simplement conformément à ce qu'on est, à nos valeurs, avec la diversité qui doit être accueillie dans ça, mais en ayant un socle clair. Mais je pense que il y a tout un étage de raisons politiques et économiques, puis il y a ce que moi j'appelle le troisième étage. Tu sais, certains nous disent que la mondialisation, c'est un argument contre les souverainetés. Pour moi, c'est l'inverse. Plus tu as d'échanges internationaux, plus tu as de forums internationaux, plus tu as de décisions qui se prennent à ces niveaux-là, ben, il faut que tu sois au moins capable de venir mettre toi-même comme nation ta petite pierre. Donc, que ce soit en matière d'environnement, de lutte aux paradis fiscaux, de lutte aux inégalités, de solidarité internationale, tout ça, moi, que le Québec soit pas là, ça me dérange profondément. C'est quoi l'ouverture en politique? L'ouverture en politique, c'est écouter. C'est écouter avant de décider tout d'une autorité suprême, divine, comme si, parce qu'on était élu, il n'y avait plus jamais de place au doute, comme si, parce qu'on est élu, on a toutes les réponses, on a la science infuse et nous allons vous dire, voilà ce qui est bon. Moi, je pense que l'ouverture, c'est d'être capable d'être au diapason de ta population en ayant des convictions, des idéaux très forts qui sont très clairement affichés, mais d'écouter ce que les gens ont à te dire par rapport à ça, par rapport à toi, ce que tu véhicules, ce qui est important, et de laisser de la place à cette expression-là, puis de laisser de la place aussi à ne pas être toujours ancré dans des certitudes en pensant que les bons leaders, c'est des gens qui savent toujours exactement tout ce qu'il faut faire à la minute près et qui se précipitent dans l'action. Moi, je pense que des fois, il faut se donner le temps pour faire atterrir des choses et que ça connaisse du succès durable, puis que ça puisse faire les transformations qu'on souhaite. C'est ça votre politique du consensus, c'est ça votre façon de faire la politique autrement. Oui, mais il y a quelque chose d'un peu galvaudé là-dedans, je dirais, de presque caricatural. Parce qu'on a même dit de vous attaquer, c'est comme tirer sur un panda. Oui, hein, c'est c'est dans un profil. Oui. C'est un compliment ou c'est condescendant? Ben, en fait, je le prends comme, j'imagine, un panda en général. On aime ça, c'est sympathique, donc, je pense que c'était plutôt sympathique, si je me souviens du contexte, dans le sens où je fais consensus, puis tout ça. Mais moi, je pense que le consensus, c'est une force, dans le sens où c'est pas l'unanimité, puis c'est pas l'absence de prise de décision, puis l'absence de leadership. Le consensus, c'est de dire, crime, il me semble que c'est mieux qu'on travaille à rallier du monde qu'à diviser en disant voici où je m'en vais et qui m'aiment me suivent et voilà. Puis si ça marche, ça marchera. Puis si ça marche pas, ça marche pas. On a vécu là, des réformes. Là. On a vécu des gens qui ont un style beaucoup plus autoritaire, tu sais, en santé récemment. Puis à un moment donné, tu te dis, quand tu fais une réforme, ton but, c'est quoi? C'est que ça marche. C'est qu'il y ait de l'adhésion sociale, des principaux concernés, puis de la société pour pouvoir donner ce que tu souhaites. Si la manière dont tu t'y prends fait en sorte que tu fais exactement là, la réforme que tu voulais de A à Z, mais qu'il n'y a personne qui y adhère, puis que 2 ans après, on jette ça aux poubelles parce que ça ne marche pas, est-ce que c'est ça la bonne voie? Donc, c'est pour ça que c'est pas le consensus à tout prix, là. Je veux dire, la souveraineté en elle-même, c'est un projet politique qui est polarisant
et je l'endosse et je l'embrasse complètement, mais avec une dose importante de place à l'ouverture, puis au dialogue, puis à écouter ce que les gens qui n'adhèrent pas ont à reprocher au mouvement. C'est pas en se parlant entre nous puis en se convainquant entre nous qu'on va faire progresser ça. Donc ça, c'est un exemple, mais c'est pour ça que... Parce qu'on vous reproche comme politicienne en coulisses d'être trop gentil, de pas avoir mon réalisateur qu'on préparait l'entrevue disait, mon Dieu, n'importe quel homme avec son pedigree, ses études, son expérience, sa popularité, les gens vous aiment, serait déjà chef. Alors que vous, il y a toujours un doute, Véronique, elle ira pas jusqu'au bout. Es-tu assez tough? C'est justifié? Non, je pense que c'est pas justifié d'où, alors? du tout. Ben, je pense que c'est dur de créer des nouveaux modèles en politique. Et moi, je crois profondément qu'on a soif de nouveaux modèles puis qu'il faut oser malgré toutes les difficultés. Et je lisais le 8 mars une lettre de Mélanie Donne, qui est la PDG de Cossette, qui disait justement, est-ce que le vrai leadership, la vraie révolution, c'est de permettre aux femmes d'être des leaders comme elles souhaitent être des leaders? Et est-ce qu'on n'a pas besoin justement de cet équilibre-là, plutôt que de dire, voici le modèle pour être un leader, puis on va vous dire comment il faut se former puis se formater pour être un leader? Est-ce que c'est justement pas en embrassant, puis encore une fois, il faut faire attention, c'est pas toutes les femmes qui sont pareilles, puis on se comprend. Mais là, on parle de votre leadership, là. Exact. Mais est-ce que c'est justement pas de brasser la cage? Moi, je le fais en douceur, mais j'estime que je brasse la cage solidement. Parce que je brasse la cage en remettant en question des modèles de leadership qui seraient supposés être les seuls modèles et qui, selon moi, n'ont pas nécessairement toujours été couronnés de succès. Alors, je remets en question, je dirais, ces manières de faire-là traditionnelles quand, contre vents et marées, je dis à mon monde, la loi sur les soins de fin de vie, là, on va y arriver. Si vous saviez au début comment les gens pensaient là, que j'étais une rêveuse finie, que c'était impossible, que ça marcherait jamais, puis penses-tu vraiment que ça va pouvoir se faire dans la non-partisanerie puis que vous allez tenir ça jusqu'au bout? Puis je disais oui, j'y crois. Avoir des rêves assez grands, ne pas les perdre de vue. Puis ça a pris 4 ans, mais on l'a réussi. Mais si je m'étais précipitée, si j'avais dit voici, c'est ça, puis il faut aller jusque-là, puis je le sais, c'est quoi, ça n'aurait pas marché parce que c'était super sensible comme dossier. Donc, est-ce que cette approche-là, c'est la seule et unique? Est-ce que je l'applique en tout? Ben non. En ce moment, je suis dans un combat concernant l'éducation puis les maternelles cadrans. Je veux dire, je trouve que ça n'a pas de bon sens, la réforme qui s'engage. Je suis pas dans, on va travailler tout le monde ensemble pour... Mais je pense que le plus possible, il faut essayer d'être constructif. On a toute une responsabilité quand on est en politique. C'est de travailler au bien commun. Donc, si on se ferme puis on se dit, c'est moi qui le sais, c'est moi qui sais où on s'en va, puis de pas être dans l'ouverture du tout, jamais dans le doute, ben je pense pas qu'on sert le bien commun. Donc, je suis tout à fait consciente des défis que ça représente de présenter des nouveaux modèles. Mais moi, ça m'allume, ça m'anime. Je suis pas venue en politique pour reproduire des modèles que je crois désuets. Qu'est-ce que vous avez appris de l'expérience d'être vice-chef avec M. Lisée, puis de la défaite, puis des reproches de part et d'autre, là, qui y a en général autour de cette défaite-là? Quelles leçons vous en tirez de cette expérience-là? Chaque expérience est vraiment formatrice. Hein? Puis celle-là, elle y fait pas exception du tout. J'en tire du positif, d'avoir vraiment été au cœur de beaucoup de choses, d'avoir vécu des choses vraiment pas évidentes. Mais de vivre des choses pas évidentes, c'est très bien aussi pour grandir puis pour apprendre à travers ça. Puis, moi, j'y croyais là, évidemment, on a découvert toutes sortes d'offres et de trucs, mais je veux dire, moi, j'y croyais à cette idée. J'ai dit oui après plusieurs mois que Jean-François voulait mettre de l'avant cette espèce de direction avec une vice-chef.
j'ai fini par dire oui parce que je savais que ce serait pavé de difficultés. Jean-François et moi, on est deux personnalités très différentes et je pense que c'est un euphémisme. Donc, je savais que ce serait costaud. Puis moi, je disais pas oui pour être une faire-valoir, puis pour... La fille de service, là. Non, vraiment pas. Donc, fallait que je sois impliquée, fallait que j'aie mon mot à dire, fallait que je puisse orienter les choses. Puis sincèrement, j'ai eu de l'espace. Puis je pense qu'il y a des choses qui se sont faites. Le style de campagne, au début, très positif, ouvert. Je veux dire qu'on voulait vraiment trancher avec une image plus austère, plus sérieuse. Plein de choses. Je veux dire, des dossiers aussi. Un jour, si j'écris mes mémoires, mais moi, ça sera pas tout de suite. On pourra revenir sur tout ça. Mais ce que je veux dire, des choses qui me tenaient plus à cœur. Fait que j'en ai eu une influence. Mais c'est sûr que ça a été une grosse réflexion parce que je savais que ce serait difficile. Je le savais. Je veux dire, Jean-François Lisée, c'est quelqu'un qui a de très grandes qualités. Mais c'est quelqu'un qui, lui, il n'est pas beaucoup dans le doute. Puis voici. Non, c'est l'antipode de vous, là. On s'entend, donc, là, c'est politiquement. ça, mais en même temps, moi, je carbure à ces défis-là. Je carbure à essayer des nouvelles choses. Et j'ai dit oui parce que je me disais que c'était une manière aussi de pousser les formes de leadership et de dire de la complémentarité en politique, c'est possible. De la collégialité en politique, c'est possible. Oui, ça peut être difficile, mais quand on y arrive, ben ça va être encore plus fort, tu sais, parce que on va avoir tranché, on va avoir fait des arbitrages. Donc, j'étais enthousiaste, j'étais consciente aussi que ça pouvait amener quelque chose d'autre. Et donc, j'ai dit oui en toute connaissance de cause, en mettant mon ego, bien sûr, dans une petite boîte, parce que tu es au service d'une cause. Mais moi, je pense que dans une équipe, il faut que tu te demandes toujours quelle est la position la plus utile que tu peux occuper pour ton équipe. Donc, en partant de là, je me disais à ce moment-là, c'est la position la plus utile, puis je vais le faire au nom de l'équipe, puis de l'intérêt supérieur de l'équipe. Mais oui, il y a eu plusieurs défis à travers ça. C'est quoi le bonheur pour vous? Le bonheur, c'est un sentiment d'utilité et, je dirais, de plénitude. Pour moi, l'utilité, elle est fondamentale au bonheur. Et c'est peut-être dur à expliquer, là. Mais depuis que je suis, je dirais, adolescente, que il y a cette quête d'avoir le sentiment de servir à quelque chose, de servir à quelque chose pour pouvoir être pleinement satisfait, tu sais, au quotidien, d'avoir un sens dans ce que je fais, de ce que j'accomplis. Donc l'utilité, puis l'utilité aussi auprès des proches, tu sais, je veux dire de sentir que mon action, que ma manière d'être mère, que ma manière de m'occuper ou d'entourer les gens que j'aime, elle fait une différence, qu'elle est un plus. Puis ben, c'est sur la plénitude, l'espèce de sentiment d'être au bon moment, à la bonne place, avec les bonnes personnes. Ces moments de grâce-là, je pense qu'il faut les savourer pleinement. Comment on fait pour être une bonne mère quand on est politicienne, qu'on est co-chef, qu'on adopte 10 jours après avoir été élu? Comment vous faites? C'est très difficile. Donc, je mettrai jamais de lunettes roses en disant trouvez-vous que vous êtes une bonne mère? Facile. Je trouve que je suis pas pire. Mais je dois vous dire qu'au début, évidemment, les choses sont pas du tout arrivées comme je le souhaitais. Donc, je me suis ramassée au tout début de la campagne électorale de 2008 en recevant une proposition d'adoption que j'attendais depuis un bon moment. Mais évidemment, quand vous êtes dans un processus d'adoption, vous mettez pas toute votre vie sur pause parce que vous savez pas combien de temps ça va prendre. Puis là, les choses ont déboulé. Et donc, c'est tout arrivé en même temps. Et j'ai été élue le 8 décembre et j'ai eu ma fille dans les bras le 18 décembre. Donc, c'était pas du tout le scénario que j'aurais souhaité. J'aurais fait certainement les choses autrement, mais j'ai dit, on fait face. Puis, je veux dire, c'était du grand bonheur. La difficulté venait du fait de vivre deux grands bonheurs en même temps. Et donc, un grand bonheur humain de maternité que je désirais plus que tout. Et un grand bonheur, je dirais, professionnel et politique d'être élu député, qui est pour moi encore quelque chose de tellement significatif et qui pour moi est le rôle le plus important.
Pas par rapport à mon rôle de mère, mais je veux dire, dans la société, c'est un rôle que je valorise énormément. Donc, cette espèce de conjonction de ces deux réalisations de manière concomitante a fait en sorte qu'il y a comme eu des deuils à travers ça parce que je pouvais pas être pleinement dans mon rôle de mère et je ne pouvais pas être pleinement dans mon rôle de députée. Donc, au début, il y avait une grosse difficulté d'adaptation là-dedans. Beaucoup de culpabilité parce que, et je dirais de déception jusqu'à un certain point. C'est sûr que, tu sais, si j'avais eu un enfant 3-4 ans après avoir été élu, t'es installé, t'as commencé à faire tes preuves, donc t'as pas tout à mettre en place. Mais là, moi, j'arrivais, donc je pouvais pas dire, je prends 3-4 mois, puis il y a des gens qui vont partir mon bureau de circonscription, puis là, il fallait que je sois là, que les gens disent, on a voté pour quelqu'un. Donc, on veut l'avoir un minimum, on veut découvrir c'est qui. Puis, je dois dire que dans tout ça, tu sais, j'ai pas senti une si grande ouverture à comme avoir de l'espace puis avoir du temps pour vivre ça. Non, j'ai pas senti ça, tu sais. Est-ce que c'est parce que votre fille est adoptée, vous pensez? Il y a peut-être de ça, hein, parce que les gens réalisent pas à quel point c'est la même chose et même plus. Parce que les défis sont encore plus grands. Donc, on pourrait en discuter pendant tout un podcast, mais les défis sont encore plus grands parce que l'attachement, il doit se créer. Donc, l'enfant a vécu toutes sortes de choses et donc il a besoin d'une présence très, très rassurante, très constante. Donc, moi, c'est sûr que c'est mon mari qui a joué ce rôle-là, qui a pris le congé de paternité. Il le fait de manière extraordinaire. Puis, comme les femmes le font de manière extraordinaire, donc c'est pas un exploit non plus. C'est juste que dans notre famille, c'est mon mari qui le fait. Puis il l'a très bien fait, puis il était heureux de le faire. Puis bon, j'essayais, là, c'est sûr, surtout dans les premiers mois, d'être un maximum là. Mais je veux dire, je faisais des allers-retours entre Québec puis Joliette. C'était l'hiver, il y avait des tempêtes. Tu sais, je veux dire, je me souviens de ça. C'est tellement vif comme souvenir, tu sais, de savourer chaque moment avec ma fille, mais en même temps d'être en pleine installation politique, de découvrir tout cet univers-là, partir un bureau, engager des gens. Donc, je souhaite pas ça. Je sais pas ce que je souhaite à quelqu'un. Je dirais, tu sais, prévois un peu tes affaires différemment. Mais, en même temps, autant j'avais le sentiment d'être un vrai rat de laboratoire parce que c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Autant, je pense que c'est important que des choses comme ça se fassent et qu'on montre que c'est possible. S'il y avait, parce que vous avez adopté au Vietnam en 2008, votre fille, vous avez eu un deuxième projet qui est tombé à l'eau en 2014. Si vous aviez une chose à expliquer sur l'adoption aux gens pour qui c'est une réalité étrangère, là, ça serait quoi? Ben, je dirais que c'est la plus belle chose au monde. Moi, je veux dire, c'est quelque chose qui s'est imposé quand je constatais tout simplement que ça fonctionnait pas de manière biologique. Et puis, tout de suite, j'avais envie de me tourner vers l'adoption. Donc, moi, j'ai pas vécu là, un gros deuil de la grossesse biologique. Donc, je sais que j'ai des gens très proches de moi pour qui ça a été des épreuves très difficiles et je comprends et je compatis beaucoup parce que je sais que ça peut être un grand traumatisme, quelque chose de très difficile. Moi, je sais pas si c'est parce qu'il y avait beaucoup de gens autour de moi qui avaient eu des problèmes et tout ça, mais c'était quelque chose qui a pas pris une tournure dramatique. Ce qui était, par exemple, bien important, c'est que ça puisse marcher, le projet d'adoption. Je dirais que c'est la plus belle chose parce que c'est deux besoins qui se rencontrent et qui se comblent. Et c'est de créer quelque chose de beaucoup plus fort que ce que deux personnes sont ou une relation, je dirais, mère-enfant biologique. C'est très, très fort biologique, puis je peux pas le comparer parce que je l'ai pas vécu. Mais c'est quelque chose d'encore plus fort parce que tu dois travailler très fort pour la base, pour ce qui est tenu pour acquis dans une famille biologique. Donc, tu dois le travailler très fort et les défis sont importants, mais je dirais que les liens qui en ressortent sont tellement grands parce que tu as travaillé. C'est comme le petit prince qui travaille pour cultiver sa fleur ou
je veux dire, c'est la même chose. C'est que tu travailles fort pour le développer, l'attachement. Tu le travailles fort pour contrer les traumatismes que ton enfant a pu vivre, pour calmer les terreurs nocturnes. Pour les gens qui savent pas trop c'est quoi, c'est souvent les enfants adoptés vont avoir des terreurs nocturnes parce qu'ils exorcisent, ils font ressortir des choses difficiles qu'ils ont vécues souvent pendant leur sommeil. Donc, tu travailles fort, puis le lien, selon moi, en est que renforcé. Donc, c'est difficile de l'expliquer probablement pour des gens qui vivent le lien biologique instantané. Puis c'est des défis constants. Et puis, c'est une richesse extraordinaire. Est-ce que vous craignez, je me permets de vous poser la question parce que moi-même, j'ai adopté, ça fait partie des... Est-ce que vous craignez le jour où votre fille va vous poser des questions difficiles sur ses origines? Non, on dirait que je suis confiante par rapport à ça. Parce que depuis qu'elle est toute petite, en l'endormant, je lui raconte son histoire à elle. Puis des fois, elle me le demande, là, elle est rendue à 10 ans, fait que c'est moins fréquent. Mais raconte-moi mon histoire. Tu sais. Puis c'est quelque chose de réconfortant, c'est quelque chose de beau. C'est ça que des fois, je pense que les gens réalisent pas. C'est que ça fait tellement partie de leur histoire. Tu sais, il y a une époque où on cachait ça, puis c'était la pire chose à faire. Ça fait tellement partie d'elle que pour elle, c'est beau. Parce que pour nous, c'est beau. Puis on a beaucoup de gratitude par rapport à sa mère biologique, évidemment, qu'on n'a pas vue, que je ne connais pas, tu sais, tout ça. Mais on a beaucoup de gratitude par rapport à elle et elle le sent et elle le sait. Donc, il n'y a pas de tabou. Puis on va à son rythme aussi. Je veux dire, c'est selon ses questions, son rythme à elle. Puis des fois, ça arrive comme ça, là, de nulle part. Oui. C'est comme là, aujourd'hui. Dans l'auto, là. Oui, c'est ça. Oui, tu sais. Donc là, aujourd'hui, il y a une question, puis elle peut être très profonde. Puis, tu sais, pourquoi ma mère biologique pouvait pas me garder, par exemple. Puis t'expliques. Tu sais, j'ai pas toutes les réponses. C'est peut-être pour ça, c'est peut-être pour ça. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est parce qu'elle voulait que tu puisses être bien. Puis on travaille là-dessus, puis on veut tous que tu sois bien. Donc, il y a une grande richesse à travers ça, en le faisant dans l'ouverture, je pense, puis dans le réconfort. Donc, vous le savez autant que moi. Oui, c'est ça. Avez-vous peur de la mort? J'ai vraiment pas hâte à ma mort. Je veux vivre longtemps, en santé, en bonheur, avec des défis, des petits écueils. Là, je suis capable de les prendre, mais je veux dire, j'aime profondément la vie. Donc, mais j'ai pas, en ce moment, non, je vous dirais pas que j'ai peur de la mort. J'ai peur de ne pas être sereine face à, je dirais, les moments qui peuvent être difficiles avant une fin de vie puis une mort, parce que j'en ai vécu, j'ai accompagné des gens avec tout le dossier des soins de fin de vie, j'ai entendu des choses extraordinaires. Donc, j'espère vraiment que je vais être de ces personnes-là qui vivent bien leur fin de vie et leur processus vers la mort, que je vais être sereine et en acceptation et dans l'ouverture par rapport à ça. Quand le moment viendra, c'est drôle parce que c'est sûr que par rapport à tout ce que j'ai fait, vécu, tout ça, c'est quand même des processus ou des questionnements qui sont en moi. Fait que c'est ça. Est-ce que vous vous sentiez mieux outillé pour accompagner votre mère qui est décédée d'un cancer avec l'expérience que vous aviez eue? Ou? Moi, franchement, l'année 2008, ça a été vraiment quelque chose. Là, parce que ma mère est décédée au printemps et j'ai été élue 6 mois après. Donc, j'étais pas élue, j'étais pas en politique. Elle a pas vécu ça. Elle a vécu une campagne électorale parce que j'en avais vécu une avant, dans Jean Talon, à Québec, contre Philippe Couillard. Mais je dis toujours que c'est Philippe Couillard qui s'est présenté contre moi parce que il est arrivé à la dernière minute, puis moi, ça faisait des mois que j'étais là, puis il l'avait envoyé de son comté à Montréal. Ils l'ont parachuté à Québec. Fin de la parenthèse. Mais tout ça pour dire que... Donc, c'est ça, ma mère a été très malade. Ça a été un cancer fulgurant. Puis, elle est décédée au printemps. Et moi, j'ai été élue le 8 décembre et j'ai eu ma fille le 18 décembre. Donc, ça, c'est sûr que c'était une très, très grosse année. Alors, je n'avais pas vu... Vous n'aviez pas ce bagage, c'est ça, c'est avant. Est-ce que ça a informé votre démarche? Ah, totalement. Oui. Comment? C'est sûr. Ben, parce que je l'ai vu de l'intérieur. C'est quoi la fin de vie? J'ai vu c'est quoi les soins palliatifs. J'ai vu aussi c'est quoi souffrir avec plus aucun sens à la souffrance. Tu vas te battre puis tu vas trouver un sens à cette douleur-là tant qu'il y a une possibilité d'améliorer les choses.
Mais quand il n'y en a plus, puis que tu en as pour peut-être quelques jours ou quelques semaines, la perte de sens existentielle, et beaucoup de gens sont venus nous dire ça, mais elle est aussi profonde que la souffrance physique, parce que voir ta déchéance, avoir le sentiment que tu contrôles plus rien, avoir le sentiment que tu es dans un état d'attente de la mort et que tu dois souffrir à travers ça. Et même la Cour suprême l'a reconnu que cette souffrance-là, elle est aussi pertinente que la souffrance physique. Et ça, je pense qu'il faut le faire comprendre et le vulgariser encore plus. Puis c'est pour ça que moi, dans le débat, c'était toujours clair que la souffrance psychique était aussi importante que la souffrance physique. On parle beaucoup, c'est sûr qu'il y a eu le cas de Michel Cadotte avec son époux. Ça a relancé la réflexion sur les gens qui souffrent de démence, l'Alzheimer. Est-ce que notre société est prête à avoir un débat sur un consentement préalable? Donc, que quelqu'un qui a un diagnostic d'Alzheimer, par exemple, pendant qu'il a toute sa tête, puisse dire, moi, quand je reconnaîtrai plus mon épouse ou mon époux, là, je veux qu'on me donne l'aide médicale à mourir. Êtes-vous à l'aise avec ça? Je suis très à l'aise à ce qu'on fasse le débat. Très à l'aise. Parce que votre idée faite sur être pour ou contre? C'est très complexe. C'est vraiment complexe. Puis je pense que la volonté des gens, moi, je dois vous dire que pour faire énormément de conférences sur le sujet, c'est le sujet qui revient le plus. C'est les questions qui reviennent le plus. Parce que je pense que, évidemment, de plus en plus de gens ont accompagné ou accompagnent quelqu'un qui vit la maladie d'Alzheimer ou une forme de démence, voient à quel point c'est quelque chose de difficile. Et se projettent là-dedans et disent, mon Dieu, moi, je voudrais jamais vivre ça, donc je voudrais avoir la possibilité d'un consentement préalable. Alors moi, je partage je dirais ce constat-là qu'au minimum, le débat doit se faire. Parce que je pense que quand on vit quelque chose collectivement ou qu'il y a autant de résonance, je pense que c'est important de pouvoir y donner suite. Mais c'est compliqué, vous le dites vous-même. Les gens pensent que c'est simple. C'est ça, c'est qu'en fait, l'abstraction que les gens font, c'est de dire, je vais demander à l'avance. Et quand je serai rendu à tel stade, là, je veux qu'on puisse me donner l'aide à mourir. Mais là, les questions qui viennent avec ça, c'est est-ce que les critères qui sont dans la loi, la souffrance persistante, au moment où vous vous dites, moi, là, quand je reconnaîtrai plus personne ou que je serai plus capable de m'alimenter par moi-même, je voudrais qu'on me donne l'aide médicale à mourir. OK. Mais peut-être que vous souffrirez pas du tout, là. Là, c'est vous, de votre regard de vous, avec vos valeurs à vous. Puis moi, je respecte ça, là, parce que je suis pas de celle qui dit, mais là, tu peux pas, avant avoir dit quelque chose, tu le sais pas comment tu vas être. Ouais, mais t'avais toute ta tête, puis tu as dit, je veux pas vivre ça. Ça, je respecte ça parfaitement. Mais c'est l'aspect de la souffrance. Est-ce qu'on le garde, le critère de la souffrance? Si on le garde, comment on évalue ça? Parce que ça se peut que tu ne sois pas souffrant du tout. Ça se peut que tu sois dans une relative paix et même sérénité et de pas être tout crispé et d'être relativement, je dirais, bien, même si tu reconnais plus tes proches ou même si tu as de la difficulté à t'alimenter. Donc, il y a tout un questionnement, je dirais, par rapport à ça. Et je pense que souvent, on l'occulte dans le sens qu'on se dit, non, moi, c'est quand je vais être à ce stade-là, je veux qu'on m'aide à mourir. OK. Mais là, c'est autre chose. Ça veut dire que la souffrance ne fait plus partie de l'équation. Si on décide qu'elle fait encore partie de l'équation, comment on l'évalue? Donc oui, il y a des spécialistes en gériatrie et tout ça, mais c'est complexe. Qui a le fardeau d'évaluer la souffrance de quelqu'un qui n'est pas là? Il y a la même pédagogie à faire finalement sur cet élément-là qu'il y avait à faire au début sur l'aide médicale à mourir. Oui, ben je pense que le plus grand pas a été franchi. Et des fois, quand les gens me demandent « Ah, mais pourquoi vous n'avez pas mis ça dans la loi, le consentement préalable, tout ça? » Ben, c'est parce que on n'aurait probablement pas franchi ce premier grand pas parce qu'on était loin d'un consensus là-dessus. Très, très loin. Et puis déjà, il faut se rappeler que la moitié des gens qui ont été dans le Conseil des ministres du gouvernement libéral ont voté contre la loi. Donc, il y avait un très grand consensus, mais il y avait des poches de résistance quand même. Donc, quand je reviens à mon approche, qui parfois est un tien vaut mieux que deux tu l'auras, ça, c'est un exemple. On a franchi ce grand pas-là. Merci, ça aide énormément de gens. Puis ça fait avancer les mentalités, y compris de médecins qui étaient venus en commission dire « Moi, je suis contre ça, je ferai jamais ça » et qui maintenant en font parce qu'ils se sont rendus compte que c'était l'accompagnement ultime de leurs patients. Alors, le consentement préalable, moi, je pense que c'est un vrai débat. Moi, j'y crois, personnellement, que c'est quelque chose
on doit trouver le moyen de pouvoir y arriver, mais il faut pas s'illusionner que c'est quelque chose de facile. L'autre grand débat, c'est qui décide que tu es rendu au stade où tu avais prévu dans tes directives anticipées recevoir l'aide médicale à mourir. Est-ce que c'est le médecin? Est-ce que c'est un proche? Puis il faut être conscient qu'on en met beaucoup sur les épaules des médecins, dans le sens que c'est eux qui vont venir donner l'aide médicale à mourir à quelqu'un qui ne pourra pas leur manifester leur accord verbalement, qui peut être dans un état, comme je vous dis, de relative sérénité et qui va le recevoir parce que peut-être 1 an avant, 18 mois avant, elle a demandé ça et que là, les proches disent « OK, elle est rendue là. » Puis, donc, comment le médecin là-dedans peut trouver sa zone de confort? Je pense que nous, on peut pas juste dire « Ah oui, on a droit à ça, puis le médecin, il est là pour poser le geste. » Non, le médecin est un partenaire là-dedans. Donc, il faut trouver ces zones de confort-là, puis on peut pas occulter ces sensibilités-là. Qu'est-ce qui va jouer dans votre décision de vous lancer ou non à la course du Parti québécois quand elle va avoir lieu? Ben, écoutez, je vais vous dire 2 choses. La première, c'est que je suis convaincue, comme je dis depuis le 2 octobre, qu'il faut se donner un temps pour être sur le quoi et le comment avant le qui. J'y crois profondément. Pas de l'indécision. C'est pas de l'indécision. J'y crois profondément parce que je pense qu'une des erreurs, puisqu'on est dans tous ces états d'âme-là ces temps-ci, une des erreurs du Parti québécois, notamment dans les dernières années, c'est de s'être précipité dans des courses à la chefferie en voyant le signal, en fait, que c'est le chef qui allait venir tout définir. Et que c'est le chef qui allait venir donner l'ordre de marche, qui allait donner l'orientation. Et moi, je crois dans une politique avec du leadership, c'est fondamental, mais je crois dans l'importance de la politique du bas vers le haut aussi. Et je pense qu'il faut que ça se rencontre, ça. Et c'est pas ça qu'on a fait. Et en 2014, après la défaite qu'on a eue, après notre gouvernement minoritaire, on s'est dit, il faut faire une grosse remise en question, puis tout ça. Puis on l'a pas fait. On s'est lancé dans une course à la chefferie et on est allé vers un chef, puis avec un programme. Là, il y a eu un départ du chef. Là, on s'est relancé dans une course à la chefferie. Là, il y avait moins de temps, on n'avait pas trop le choix, là. Qui est venu avec un autre programme, où là, c'était très différent de l'autre. Et là, c'est pour ça aussi que les gens, à un moment donné, ils ont de la difficulté à suivre, parce qu'on ne s'est pas défini. On sait comme pas on sait plus parler. C'est quoi le PQ. C'est que c'est les chefs qui ont défini avec des programmes. Oui, le cœur reste. Oui, l'objectif, c'est la souveraineté, mais les moyens étaient différents, l'axe gauche-droite, bon, tout ça. Alors, à un moment donné, je pense que ça n'a pas été heureux. L'autre chose aussi, c'est que quand c'est la chefferie qui prend toute la place, il y a des phénomènes assez incroyables qui se passent. C'est qu'il y a des gens qui vont voter pour des personnes, pour la personne, pour le type de leadership, pour le charisme, pour ses capacités, pour sa manière d'aborder les débats, pour sa manière d'être, mais qui ne sont pas nécessairement d'accord avec les idées. Non, mais c'est ça, parce que tout est dans un tout. Tu prends le package, là, excusez l'anglicisme, mais tu prends la personne avec ses qualités de chef, mais si tu te fais complètement définir le programme aussi par le chef, vient avec ça des idées. Puis récemment, j'ai vu des ex-collègues reprocher des décisions à Jean-François Lisée, par exemple sur le choix du report du référendum à un 2e mandat, sur le travail de convergence avec les autres forces souverainistes, mais c'était des gens qui avaient appuyé Jean-François Lisée. Pourquoi avait-il appuyé Jean-François Lisée? Parce que, de ce que je comprends, c'était à leurs yeux le meilleur leader, objectivement parlant. Mais avec le leader vient des idées. Fait que c'est quelque chose, moi, qui me fascine toujours. Je pense qu'il faut trouver un équilibre. Le leader apporte des idées, mais le groupe doit se définir aussi. Parce que sinon, on arrive des fois avec des incohérences comme celle-là. Donc, première réponse, j'y crois. Et là, on amorce un travail en profondeur. Il va se faire cette fois-ci? J'ai bon espoir que oui.
j'ai bon espoir qu'on se contentera pas d'une petite couche de peinture comme on l'a fait les autres fois, puis qu'on va décaper en profondeur. C'est mon espoir. Pour peu qu'on soit lucide, je dirais ouvert, puis qu'on a un grand sens de responsabilité, puis aussi de ne pas perdre de vue l'objectif là, qui nous est de se rassembler autour de la souveraineté. Je pense qu'il y a cette fenêtre d'espoir-là, puis on doit vraiment s'y investir. Donc, je pense qu'on peut arriver à cet équilibre-là de faire un travail de groupe avec une bonne base de fait et comme c'est à peu près le plan en ce moment là, de ce qu'on entend, mi-2020, de choisir un chef. Donc ça, c'est vraiment la chose que je trouve la plus importante. Puis ma réalité en ce moment fait que je suis pas dans la possibilité de finaliser cette décision-là et de toute façon, la course, elle sera pas avant 1 an. Donc, en temps et lieu, ce processus-là pourra se finaliser. Est-ce que vous croyez que votre fille va l'avoir, la souveraineté du Québec? Je l'espère profondément. Je pense que c'est possible. Puis je pense qu'on est à un moment charnière pour poser les gestes pour que ce soit possible. Madame Yvon, merci beaucoup. Merci. Si vous aimez mon balado, aidez-nous en le partageant sur vos réseaux sociaux. Si vous l'écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, n'hésitez pas à donner votre avis, laisser un commentaire. Oui, 5 étoiles, c'est bon. C'est très utile pour faire découvrir la série. Merci d'être à l'écoute. Vous pouvez bien sûr me suivre sur une foule d'autres plateformes, Twitter, Facebook. Vous pouvez lire mes chroniques sur le site de TVA Nouvelles, encore écouter mes analyses, que ce soit à Mario Dumont, La Joute à LCN, au bulletin de 22h avec Sophie Thibault à TVA, ou encore, surtout, ne pas manquer l'émission politique du dimanche que j'anime, La Joute, édition dimanche à 10h et 17h sur LCN. À la recherche et l'animation, moi-même, Emmanuelle Latraverse. Au montage, Anne-Sophie Carpentier. À la réalisation, Bastien Gagnon La France. Et c'est une production Cube Radio.